Matryoshka. Eh bien non, c'est pas foutu, c'est jamais foutu, c'est clair. Je vous rappelle que Hubert Reeves le disait aussi, non, c'est pas foutu. Et ça, il faut se le répéter tout le temps, jour après jour, c'est un mantra d'une certaine façon. Bon, je voudrais maintenant qu'on se concentre un petit peu plus sur la personne, sur la figure de Marie-Rose Moreau, qui explique ce qu'elle a construit tout au long de sa carrière. Marie-Rose Moreau naît en Espagne et en fait, elle est la fille d'exilés espagnols qui ont fui Franco et qui sont arrivés en France, dans un petit village des Ardennes, alors qu'elle avait 9 mois. Et en grandissant, elle va s'emparer de cette thématique, le métissage, et elle va construire des thérapies transculturelles pour les enfants, pour leurs familles. Elle nous explique tout ça. On n'imaginait pas que les familles pouvaient nous aider à soigner leurs enfants. On n'imaginait pas que les parents pouvaient être engagés dans le travail avec les enfants. Et on sous-estimait totalement les compétences de ces enfants et de ces familles. Et donc j'ai voulu inventer une thérapie adaptée à eux. Et donc je me suis formée avec ceux qui travaillaient sur la première génération. Et j'ai moi-même ensuite imaginé des dispositifs pour les bébés, les enfants, les adolescents de la deuxième génération. Et les autres. Par exemple. Alors, donc le principe qui venait de ceux qui m'ont précédé, c'est d'abord prendre en compte la langue des familles. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire dans quelle langue ces parents parlent aux enfants. Donc de mettre un dispositif où effectivement le monde rentre dans ma salle d'attente. Les langues toutes les langues sont possibles. Il y a le pouvoir de dire. Voilà, le pouvoir de dire et de dire à sa façon. Donc, premièrement, les langues. Deuxièmement, les représentations. C'est-à-dire que ces familles qui viennent du monde entier, elles ont une représentation de ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est qu'une mère, un père, de ce que c'est qu'un grand-parent, des hommes, des femmes. Donc, on doit prendre en compte ces représentations parce que la thérapie, c'est une technique qui engage l'être dans son entier. C'est pas simplement je vais vous changer vos pensées. Ça, bien sûr, parfois il faut changer les pensées. Mais pour changer les pensées, il faut accepter l'autre tel qu'il est. Tel qu'il est, c'est avec ses représentations. Moi, je pense que si un enfant tombe malade dans la vie d'aujourd'hui, c'est parce que c'est un retour d'ancêtre. Et donc, il vient me dire quelque chose d'avant. Et ça, c'est un savoir absolument incroyable. Et ça, vous l'intégrez ou vous l'acceptez non, comme une représentation? Nous, on l'intègre. Vous l'intégrez? Ah oui, c'est beaucoup plus qu'une acceptation. C'est plus qu'on respecte la différence, c'est on intègre comme une donnée scientifique. Oui, tout à fait. Comme une donnée qui appartient à la famille et qui est une donnée qui vaut les miennes. C'est-à-dire que cette donnée-là, un enfant ancêtre, elle vaut le fait que moi, je me dis, il a perdu l'élan vital. Et d'ailleurs, pour le soigner, il va falloir que je métisse ces représentations. Bien sûr. Pour arriver quand même à avoir des repères qui restent les vôtres, vous les rentrez dans des méthodes, dans des schémas, dans des process qui sont à vous, en récupérant ces données multiples, ou alors, puisque tout se vaut, c'est un chaudron magique. Comment vous travaillez? Non, c'est pas un chaudron magique, c'est très... non, c'est très logique en réalité. C'est-à-dire que on part de la représentation des parents, on dit, ok, cet enfant est un enfant ancêtre, et alors de quel message il est porteur? Eh bien, par exemple, il est porteur de quelque chose, d'un secret. Il est porteur de quelque chose qui s'est mal passé, ou alors d'un conflit entre nos familles. Et donc, à partir de là, on va traduire, parce qu'il faut traduire pour pouvoir se parler. Et moi aussi, je vais dire, mais moi, ce que je vois, c'est que cet enfant, il a perdu l'envie de vivre. Alors, comment on traduit ça aussi? Et alors, là, les parents disent, oui, mais dans notre famille, il y a eu, par exemple, quelqu'un qui s'est suicidé. Et on va construire quelque chose qui appartient en propre à cet enfant, en propre à cette famille, et finalement en propre aussi au thérapeute, puisqu'on y a participé. Et à partir de là, on va voir comment on transforme ça, comment on sépare cet enfant de quelque chose de négatif qui ne lui appartient pas, mais qui a été projeté sur lui. Il ressemble à sa grand-mère. Et donc, il est porteur de quelque chose qui appartient
à la génération d'avant, par exemple. Si on tire le fil de tout ce travail que vous avez conçu, expérimenté, qu'est-ce que vous pourriez nous transmettre au travers de ça, de ce qu'on pourrait dupliquer à une échelle plus grande dans la façon dont moi j'aurais quelque chose à transmettre à mes enfants ou aux générations futures, ou l'évolution du monde tel qu'il est dans sa complexité, dans sa mondialisation, dans ses altérités. Qu'est-ce qu'on tire comme truc? Je me rappelle d'un un adolescent qui avait fait des tentatives de suicide, qui allait vraiment pas bien, et qui a été réanimé comme ça par un travail. Lui était né ici, mais sa famille venait du Togo. Les deux parents, le papa était professeur de philo et la maman... elle était couturière, si je me souviens de cette hybridation. De cette hybridation qui était très jolie. Parce que les parents parlaient très bien de l'enfant et cherchaient vraiment dans tous les sens. Ils avaient été tellement blessés par le fait que cet enfant veuille mourir. L'enfant s'est réanimé progressivement. Il a eu un travail individuel et le travail transculturel. Et à la fin, l'adolescent, c'était un adolescent, un beau garçon, il a utilisé deux images. Parce qu'à la fin, lorsqu'on se sépare, on demande à tout le monde, et à la famille aussi, de dire qu'est-ce qui leur a fait du bien dans le travail qui a été fait. Et alors, l'adolescent, il a dit « J'ai appris que la vie, c'était comme la cuisine. Tous les ingrédients étaient importants. » Tous les ingrédients étaient importants, c'est-à-dire le monde visible, le monde invisible, parce qu'on avait beaucoup parlé d'esprit, ce que lui ressentait, mais aussi ce que ses parents avaient vécu, parce que son père avait vécu des choses un petit peu analogues en réalité, à la même période, mais au pays, mais sans que personne ne l'ait jamais aidé à ce moment-là. Et donc, il a utilisé cette métaphore de la cuisine. Et moi, je trouvais que c'était une belle métaphore, parce qu'effectivement, c'est cette métaphore de la vie, quoi, mais d'une vie où il faut utiliser des ingrédients différents, et finalement, des ingrédients différents qui collectivement font quelque chose qui donne le goût, et puis qui réjouit les papilles de tous ceux qui sont là. Et puis, il a utilisé une autre métaphore qui, elle, était plus adolescente. C'est un garçon qui était très en difficulté avec les filles, très en difficulté. Et donc, il a raconté de manière métaphorique que cette thérapie, c'est comme quand on rencontre quelqu'un dont on est amoureux. Il faut trouver les codes pour lui parler. Et bien, la thérapie lui avait... trouver des codes pour parler à ses parents, pour parler à lui-même, sans doute pour parler aux filles également. Donc il a utilisé la métaphore de la cuisine et de l'amour, ou de la rencontre amoureuse. J'ai trouvé que c'était très joli comme métaphore. Et ça montrait qu'il était bien réanimé, il était de retour dans le vivant. Ouais, et que son corps aussi y participait. Enfin, que c'était... Exactement. Mais je pense que c'est ça que cet élan vital à retrouver, qui est un élan vital qui doit s'appuyer sur les autres, quoi. C'est l'élan vital, si on compte que sur soi-même pour l'élan vital, si on pense que nos enfants doivent, ou nous-mêmes, trouver tout seul notre élan vital, on risque de le perdre à la moindre occasion. L'élan vital, il doit s'appuyer sur le collectif, sur les commères, les copains, les copains. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur ce lien à l'autre. Et ce lien à l'autre, ça suppose que l'autre, on le reconnaisse dans sa différence et dans sa singularité. Marie-Rose Moreau, vous, qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous transmettez à nos enfants par rapport à toutes les injonctions dans le monde dans lequel on est, tout ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous avez quelques mots à leur donner là, c'est quoi? Les ingrédients que je leur donnerais sont la fraternité, le lien à l'autre dans sa diversité, et puis la joie du quotidien, la joie de chaque chose du quotidien et des liens aux autres. Je crois beaucoup à l'importance de ces liens aux autres. Et là, toutes les cellules sont en mouvement, tout vit, et c'est voilà, parfait. C'est ça. Et hop, le corps et l'esprit s'animent. Merci mille fois. Un immense merci à vous, Marie-Rose Moreau, pour cette joie du quotidien qui va nous aider au cours de ces fêtes, pour la magie de Noël, mais bien plus que ça, pour continuer chacun à réenchanter
son quotidien et celui des autres, parce qu'il y a cette porosité, cette déflagration qui peut apporter du positif pour chacun. Je vous souhaite de très belles fêtes à tous. C'était Matryoshka et je vous dis à très bientôt. Salut!